Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour ce 17e numéro d'Intersaison, le podcast de la revue Saison. Nous allons évoquer aujourd'hui 4 séries récentes, 3 relèvent directement de l'activité politique comme En Place, House of Dragon et Les Anneaux de Pouvoir, avec pour ces dernières une prime à l'action et aux batailles que l'on retrouve aussi dans l'autre série qui va nous intéresser, Zorro. J'ai le plaisir d'être accompagné pour cette émission par 2 saisonniers et 2 saisonnières. Une nouvelle venue dans Intersaison, Justine Breton, maîtresse de conférences en littérature française à l'université de Reims et spécialiste des séries de médiéval fantasy. Elle vient de publier The Witcher et un monde de légende chez Brajlon. Bonjour Justine. Bonjour, alors j'en profite pour préciser que je ne suis plus à l'université de Reims. Et alors, où es-tu maintenant ? Université de Lorraine, à Nancy. Bon, et sinon tout le reste est bon. Tout le reste est bon, d'accord, ça marche, impeccable. Benjamin Campion, journaliste et enseignant en cinéma, dont le dernier livre s'intitule Histoire sexuelle des séries américaines, c'est sorti chez Leitmotiv. Bonjour Benjamin. Bonjour tout le monde, et moi je suis à Lille. Impeccable, en duplex. Avec nous aussi une grande habituée, Audrey Fournier, journaliste et critique série au journal Le Monde et chroniqueuse au Cercle Série sur Canal+. Bonjour Audrey. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Et bien sûr, Gilles Verviche, philosophe, comédien et essayiste qui a publié récemment Stranger Philo, comprendre la philo avec Stranger Things chez Flammarion. Bonjour Gilles. Bonjour. J'ai vu passer une traduction d'un de tes premiers livres en anglais, celui sur le football. J'ai vu ça sur Amazon. Bah, je te le signale alors. Tu pourras regarder, ça sort en anglais. Je savais pas, le seul livre qui était traduit, c'était Star Wars en japonais. Voilà, ce qui est pas mal, puisque comme je parle beaucoup des samouraïs et du Bushido, j'étais content que les Japonais aient trouvé que j'ai pas dit trop de bêtises. Bon, ça marche. J'allais dire à lire, mais on va le laisser lire à nos amis japonais. On va commencer aujourd'hui par Zorro, voilà, le héros de notre enfance, en tout cas de la mienne. Et de retour, et cette fois il est joué par Jean Dujardin, visible sur Paramount+. La série a été écrite par Benjamin Charbit et Noé Debré, qui lui était déjà aux manettes de la série Parlement. Ça a été tourné on location, ou presque, on va dire, dans le sud de l'Espagne. Et à la distribution, comme on disait, on a également Audrey Dana dans le beau rôle de Gabriela de la Vega, Grégory Gadebois en sergent Garcia, Eric Elmostino qui joue un délicieux méchant Don Emmanuel, et André Dussolier dans le rôle du père de Zorro. Alors Gilles, pour commencer sur cette série Zorro, on est quelque part entre la classe américaine et la comédie de remariage, quelque chose comme ça ? Oui, alors c'est marrant d'ailleurs que tu parles de comédie de remariage, puisqu'en ce moment je travaille pas mal sur Stanley Cavell, philosophe américain, qui a initié le mouvement de pop philosophie en parlant des comédies de remariage, en précisant que c'était pas une niche si réduite que ça, puisque finalement ces couples qui se demandent s'ils se remarient ou pas symbolisent toutes les relations d'amitié entre humains, et que donc c'est sur le lien social en général que ça permet de nous interroger. Voilà. Alors effectivement, c'est le côté un peu surprenant. Il se trouve que j'ai croisé 2-3 fois Benjamin Charbit dans ma vie, qu'on avait commencé à écrire des choses ensemble qui n'ont pas abouti, mais voilà, donc je le connais un tout petit peu à peine. Voilà, effectivement, la série est assez surprenante. Il y en a qui vont sans doute pas aimer, effectivement, parce que on a l'impression que cette comédie de remariage rabougrit un peu le scénario. On s'attendrait à une série un peu épique avec justement des batailles d'épée. Alors c'est le côté un peu amusant, c'est qu'au bout de deux épisodes, ce qui devait être Zorro face aux méchants, pour connaître Benjamin Charbit, ça m'étonne pas, il aime bien tourner les choses de manière inattendue, et effectivement ça tombe en fait sur une sorte de vaudeville. Alors c'est assez étonnant, c'est pas mal, hein. C'est-à-dire que voilà, Zorro, si vous voulez, il y a toujours le même scénario dans les films. Le super-héros ou le héros ne peut pas se marier, ne peut pas avoir une amie parce qu'il est masqué, parce que ses proches, on s'en prend à eux. Voilà. Et donc notre amour est impossible. Voilà. Et là, il se dit, et si on décidait, contrairement à Roméo et Juliette, que notre amour était possible? Et donc il se trouve que effectivement, Zorro décide de se mettre en ménage avec sa Dulcinée, qui se trouve être la femme de Don Diego de la Vega, donc lui-même. Et donc il y a une situation, voilà, une ironie dramatique où en fait la femme de Don Diego de la Vega le trompe avec Zorro, et donc c'est le même homme, donc elle ne sait pas qu'elle est en train de le tromper. Voilà, donc on se retrouve sur une situation de vaudeville un peu
scénario classique. Ce qui est assez amusant aussi, c'est que Zorro lui-même perd pas mal en aura dans cette situation. Voilà. Donc, c'est un peu étonnant. Moi, j'ai bien aimé en fait ce tournant-là parce que je trouvais que justement il y avait un côté un peu répétitif au début dans les premiers épisodes où on retrouve Zorro. Bon, on se dit on va où, voilà. Et finalement, le côté un peu surprenant du virage que prend le scénario, moi, m'a plutôt plu. Et il y aurait sans doute des choses à étudier, à analyser justement dans cette situation qui a rien à voir avec Zorro. Ça pourrait être n'importe quoi en fait. Hein. Voilà, donc c'est plutôt une comédie de remariage. Voilà. Après, je vous laisserai, je reprendrai sans doute la parole, mais ça fait une petite présentation. Faut souligner quand même que tous les acteurs sont très très bons. Oui. Déjà, ça permet de donner de la qualité. Eric Elmosino notamment, je trouve que Emmanuel Taïeb lui ressemble pas mal finalement à la réflexion. Et il s'appelle Il y a Don quelque Emmanuel. chose Alors, entre vous. Alors lui qui joue toujours un peu les héros, les gentils, les paumés, là il fait un méchant, bien méchant. Il a l'air de prendre un vrai plaisir à le faire en plus. Et il le fait très très bien. Grégory Gadebois est très bon. Audrey Dana est très bien. C'est un peu elle qui porte la série en fait. Plus que Jean-Luc Jardin, dont le côté un peu caricature de lui-même peut finir par agacer un peu. Elle a un rôle beaucoup plus en sobriété qui est vraiment pas mal en fait, hein, je trouve. Voilà, donc voilà. Donc surprenant, ça paraît un peu effectivement rabougri comme ambition par rapport à tout ce qu'on nous annonce. Moi, j'ai plutôt bien aimé le virage surprenant que prenait la série. Parce que sinon, c'est pas ce qu'on aurait fait d'un Zorro, un énième Zorro à la française. Et voilà. Et finalement, c'est une sorte d'exercice de style sur Zorro pour traiter d'un sujet complètement différent. Et pour encore une fois reparler de Stanley Cavell, cette situation de vaudeville est pas si réductrice que ça. Voilà. Il y a des grandes questions sans doute sur les liens et nos choix moraux, éthiques qui peuvent se poser derrière. Alors je précise que je suis pas le premier à avoir trouvé que c'était des comédies de remariage. Hein. J'emprunte ça à Pierre Langlais qui en parlait au Cercle Série, mais effectivement ça a été théorisé par Stanley Cavell. Audrey, sur la dimension sentimentale, finalement, c'est la grosse trouvaille de cette série, c'est-à-dire qu'on n'est pas si on avait eu un Zorro qui passait son temps à combattre les méchants et à ridiculiser le sergent Garcia, ça aurait été un peu répétitif, même si la série originelle a tenu très très longtemps là-dessus. Mais là, il y a voilà quelque chose qui se joue sur le mariage, le quotidien, la passion adultère et Audrey Dana a un jeu absolument incroyable. Enfin, elle est habitée par le personnage. Oui, mais c'est un personnage qui est très bien écrit, mais beaucoup de personnages, beaucoup de choses sont très bien écrites dans la série qui, pour moi, a beaucoup d'idées et peut-être un tout petit peu trop d'ailleurs. C'est-à-dire que sur 8 épisodes, je crois que c'est 8 épisodes, il y a beaucoup d'idées qui ne vont pas être non plus complètement développées jusqu'au bout. Il y a aussi quelque chose sur la société du spectacle aussi à un moment que je trouve très fine parce que c'est une intrigue qui se passe à Los Angeles, hein, sur ce que va devenir Los Angeles. En fait, on est dans le pré-Hollywood. Ça, c'est très marrant. Alors, moi, ce que j'aime énormément, et alors, Gilles parle d'une intrigue un petit peu rabougrie. Je suis assez d'accord. Il y a une espèce de modestie des enjeux que je trouve très séduisante dès le début. On va croiser ce héros qui est un héros qui a une 50aine d'années. Son passé glorieux est déjà derrière lui. Il n'a pas beaucoup de qualités. C'est un mauvais maire, c'est un mauvais mari, c'est un mauvais amant. Et ça va être un mauvais père. Il va avoir une expérience de père dans laquelle il ne va pas se montrer très convaincant. Donc voilà, c'est cet homme qui ne sait pas. Et tout à coup, on va dire et si Zorro avait une femme, et s'il avait 50 ans, et s'il avait des problèmes d'argent, et s'il avait des problèmes pour gérer sa communauté, et si tout ça. Et à partir de ça, la série va tirer des fils un petit peu dans tous les sens. Ça tient beaucoup, pour moi, une espèce de choc entre deux univers que je trouve hyper comique et très réussi. Donc, c'est tout cet imaginaire lié au western. Effectivement, la série a été tournée en Espagne, c'est là où ont été tournés les premiers westerns, en fait, hein, avec cette espèce de paysage désertique, sur Los Angeles d'un petit peu de carton-pâte. Et puis, un univers de comédie qui est très français. En fait, moi, dans la mise en scène, je trouve ça très bien réalisé. Mais moi, j'ai l'impression de voir du Feydeau. Et même dans les premiers épisodes, j'ai vraiment l'impression, pardon, vous avez trouvé ça assez trivial, mais j'ai parfois l'impression d'être devant une parodie des Nuls,
quoi. Il y a vraiment cet esprit-là parfois qui ressurgit, notamment à travers Jean Dujardin, qui charrie avec lui tout l'imaginaire d'OSS. On a l'impression de voir OSS, quoi. C'est hyper drôle. Et puis, il y a cette comédienne qui vient de la télévision, d'un cinéma assez populaire, qui est Audrey Dana, que moi, je n'avais pas vraiment suivi et que là, je redécouvre dans cette espèce de quarantaine hyper intéressante. Elle apporte beaucoup de charnel. Elle fait passer de façon assez facile quelque chose de complètement invraisemblable dans la série, qui est qu'elle couche avec Zorro sans se rendre compte que c'est son mari. Et ça, on a envie de se mettre à sa place, on a envie de se mettre derrière ses yeux et d'y croire. Je la trouve fantastique, et même tous les autres personnages secondaires, le sergent Garcia, il est impayable, il est super aussi. Le méchant, là aussi, pour moi, c'est l'énorme surprise de la rentrée, c'est d'avoir réussi à faire croire à ce Zorro transposé, sorti de notre enfance, et tout à coup ramené à quelque chose, un humour très français, et aussi à une comédie de mariage qui va tirer dans le burlesque américain, dans tout cet imaginaire-là. Un mélange que je trouve hyper fécond. Benjamin Campion, je sais que tu as été sensible, notamment à la réalisation. Il y a un réalisateur et une réalisatrice qui se partagent de travail, qui sont Jean-Baptiste Sorel et Émilie Noblet. La réalisation est plutôt impeccable. Enfin, elle est vraiment au service de la narration. On perd pas de rythme. Il profite vraiment de tous les décors. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, c'est la manière dont j'ai vu les épisodes, Benjamin, sur ça. Et puis voilà, on aura quelques critiques quand même. Ah oui, non, moi je suis assez critique sur cette série parce que là on est assez dithyrambique. Enfin, encore une fois, moi sur les séries françaises, je veux avoir la même exigence que sur les meilleures séries américaines, et du coup là on est quand même très très loin de ces standards, hein. Il faut quand même dire ce qu'il en est sur la réalisation. Bon moi j'aime beaucoup Émilie Noblet et je trouve que c'est quelqu'un à suivre, hein, qu'on avait notamment découvert sur Parlement, hein, tu l'as dit, Noé Debré, Émilie Noblet. Donc là il y a une partie de l'équipe de Parlement, et donc ça a hissé les attentes vis-à-vis de cette série, parce que Parlement pour moi est une magnifique réussite française pour le coup, et là je pèse mes mots. Donc Émilie Noblet, oui, apporte quelque chose, notamment sur la fin de la série quand elle réalise les épisodes, parce qu'entre temps ça patine quand même sévèrement, c'est assez modeste, hein, quand même comme projet en termes de réalisation. Il y a beaucoup d'allers-retours où on traverse la montagne de gauche à droite et de droite à gauche. Parfois, j'ai l'impression que les plans sont répliqués et puis on a inversé le cours du défilement. C'est quand même assez basique, hein. Finalement, il y a assez peu de décors. Bon, voilà, moi, ce qui m'embête, enfin, ce qui me pose problème dans cette série, c'est vraiment qu'on fait appel à ce qu'on appelle notre suspension de l'incrédulité en termes universitaires. On nous demande de suspendre notre incrédulité pour croire à une situation qui est improbable. Et donc là, ce qui est improbable, c'est que, vous l'avez dit, l'épouse de Zorro, enfin du non-Zorro couche avec Zorro sans savoir que c'est son mari. Bon, toute cette histoire de marivaudage là, et on nous demande de croire que personne ne reconnaît Zorro. Et puis même quand c'est une femme qui l'incarne ou quelqu'un avec un physique beaucoup plus enveloppé, on ne reconnaît pas non plus que c'est Zorro. Donc moi, je suis OK avec ce principe-là, mais là, il faut vraiment aller dans le burlesque. Il faut pousser très très loin les curseurs pour que ça devienne complètement absurde. Parce que la situation est absurde. Et à cela, on veut mêler une forme de réalisme, malgré tout, des relations humaines, et notamment de l'incarnation de Audrey Dana, qui, elle, est plutôt dans un jeu d'actrice de cinéma français plutôt réaliste et plutôt psychologique. Et moi, j'ai du mal finalement à trouver le bon positionnement. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu cherché la bonne tonalité dans tout cela pour nous faire croire à cette histoire. Parce que, Gilles, tu parlais que ça pourrait être une autre histoire. Évidemment, on pense à Superman, on pense à Batman, on pense à tous ces super-héros qui ont une identité, une identité réelle, et puis une personnalité cachée, une identité secrète. Donc c'est quand même pas nouveau. La comédie de remariage, le marivaudage, c'est quand même pas nouveau. Le fait que les héros français soient croqués, caricaturés dans des fictions comiques, style Astérix, type Lucky Luke, etc. On l'a quand même beaucoup fait aussi. Donc c'est quand même pas très original non plus. Donc c'est un grand mélange de tout cela qui repose quand même beaucoup, hein, vous l'avez un peu minoré, mais sur la présence de Dujardin, hein, qui est omniprésent, qui joue de sa gouaille et de son humour qu'on lui connaît, sur un petit décalage. Mais c'est là que moi j'ai une difficulté, c'est que lui il est sur un léger décalage par rapport au réel, pour dire ce qu'il ne faut pas et avoir la petite remarque inconvenante qui produit cet humour assez subtil, qui me plaît. Mais du coup, par rapport à cette
incrédulité dont je parlais, qui elle va plutôt pousser le curseur du côté de l'absurde très 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 fort, je trouve que ça se marie difficilement. Donc voilà, moi j'ai du mal à comprendre finalement ce principe comique. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que finalement le fait de vous demander de croire comme ça à cette histoire, au bout d'un moment, ça devient pas un petit peu ridicule? Gilles, sur ça et sur peut-être l'idée de départ, c'est-à-dire un super-héros qui a pas de super-pouvoir et qu'on va humaniser. Qu'est-ce qui se passe quand le super-héros tombe un peu j'allais dire, de son destrier ou de son piédestal, on repart dans du quotidien. C'est-à-dire qu'en tout cas, la série propose ça avec un héros qui est humanisé finalement. Oui, alors effectivement, je comprends le mélange des deux. Moi, ça serait ce qui. Bon, effectivement, hein, je suis assez d'accord avec Benjamin quand il dit que c'est pas une grande série. Enfin voilà, j'étais pas dithyrambique. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que le côté un peu étonnant qui pourrait déplaire, moi, m'a plu. C'est-à-dire le choix de faire ce tournant m'a plu. Après, je serais pas dithyrambique non plus. Effectivement, il y a le côté, on part un peu partout. C'est le pari du mélange, hein. Moi, j'y ai cru. Enfin, c'est-à-dire, on y croit, on n'y croit pas. Effectivement, mais c'est la question qu'on se demandait. Enfin, moi, je regardais ça en me disant, mais quand même, elle doit s'en rendre compte que surtout quand elle l'embrasse, quand tu embrasses ton mari, c'est pas possible que tu te rendes pas compte que ça soit lui. Voilà. Après. Moi, ça m'a pas tellement dérangé vu qu'on est de toute façon dans le décalé. Voilà. Écoute, moi, Mais ça, Gilles, pour juste ajouter une remarque, ça se retrouve un petit peu, je trouve, cette ambivalence, ambiguïté, ça se retrouve aussi dans le format. On est sur des épisodes qui sont un peu dans un entre-deux. C'est du 35-40 minutes. Je trouve que ça aurait gagné justement à être un petit peu réduit et être plutôt sur un format de comédie. Oui, en 30 fait, minutes, ouais, ça aurait donné un peu plus de vitalité. En fait, on est presque dans la sitcom, on est presque dans la pièce de théâtre. Quand tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de décors, effectivement, paradoxalement, il y a des grands espaces désertiques. Et en fait, il y a une ambiance de quasiment de théâtre, parce que les lieux où ça se passe, notamment il y a le bureau du méchant, là, Eric Elmosino. Enfin voilà, on dirait, pour le coup, ça assume un peu le côté vaudeville théâtral, tu vois, qu'on parlait tout à l'heure de Marie, je sais, Fédo ou je sais pas quoi. Il y a vraiment un peu cette ambiance. Les portes qui claquent. Donc voilà. Donc moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. J'ai bien aimé aussi quand c'est elle qui devient Zorro. Alors ça spoil un peu, mais voilà, je trouve que c'est pas non plus, hein, c'est pas Game of Thrones, hein, non plus. Hein, ça va, justement, voilà. Mais il y a un côté on pourrait penser que ça part dans tous les sens, qu'on tire tous les films, et je trouvais justement aussi qu'il y avait ce côté-là, on essaye un peu tout. Enfin, il y a un côté qui peut être aussi pas mal d'essayer un peu tout. C'est vrai que moi, le côté euh, son ennemi juré qui l'embauche pour qu'il devienne son comédien, enfin voilà, je trouve, quand tu parles de l'absurde, je pense que c'est assumé, c'est-à-dire que c'est une comédie un peu absurde en fait, voilà. Et à un moment, on rentre dedans si ça plaît ou pas en fait. Et si tu vois gêné, quand t'es gêné parce que ça mélange le réalisme avec le comique en fait, le comics de BD. En fait, moi, ce qui m'a plu, c'est le côté absurde justement en fait. Et donc là, bon, on est un peu dans le goût, mais voilà. Petite mention encore une fois on n'a pas parlé d'André Dussolier qui est effectivement qu'on voit trop peu là-dedans, mais il joue encore une fois tous très bien. Donc voilà, je pense qu'en fait, elle a les qualités de ses défauts, cette série. Voilà. On aime ou on n'aime pas, voilà. Encore une fois, sans être dithyrambique, hein, je vais pas non plus, voilà, la défendre. Il y a des choses à améliorer, mais moi, le scénario qu'on avait commencé à écrire avec Benjamin Charby, c'est pareil, j'étais pas d'accord avec tout. Enfin, voilà, d'un moment, on le suit pas forcément. Voilà, c'est tellement étonnant ce qu'il propose, on se demande où ça va aller. Et là, j'ai vu ce que ça donnait quand ça allait au bout. Et bon, bah, il y a à prendre et à laisser en fait. En tout cas, tous les personnages sont dédoublés en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que le père est vivant et mort. Zorro et Diego de la Vega se dédoublent. Bernardo lui-même, voilà, était aussi un petit peu, on le prend pour quelqu'un d'autre. Et la femme se dédouble. Alors Gilles. Ah oui, oui, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est justement le sergent Garcia. Là, il y a un vrai truc philosophique sur le fait que le sergent Garcia qui perd son ennemi,
finalement fait une dépression et devient suicidaire parce qu'il se rend compte que sa raison de vivre a disparu. Ça, c'est vraiment pas mal. Enfin voilà, c'est là aussi qui tire un peu tous les fils. Tous les personnages ont quand même enfin les personnages principaux ont un peu un arc quand même, et notamment ce qu'il arrive à faire avec le sergent. Oui, pas tous, voilà, mais ce qu'il arrive à faire avec le sergent Garcia, moi j'ai beaucoup aimé cette réflexion philosophique sur que mon ennemi c'est ma raison de vivre et que s'il disparaît, en fait, je me rends compte, voilà, et c'est le premier à vouloir le faire revenir, quoi. Enfin voilà, il y a quelque chose de pas mal, là. J'ai bien aimé. Existentiel. Justine, sur le sergent Garcia, justement. Oui, tout à fait. Il y a une réflexion très méta hein, sur cet arc narratif du sergent Garcia et de son rôle en tant qu'opposant, en tant qu'ennemi traditionnel, qui est plutôt le bon gars, hein, même dans la version ancienne de Zorro. Donc c'est un ennemi qu'on déteste pas, c'est un ennemi qu'on ridiculise. Et là, j'ai beaucoup aimé ce qui a été fait sur ce personnage. Honnêtement, je m'attendais pas à grand chose hein. En regardant la série, j'avais pas d'attente. Je regardais Zorro quand j'étais enfant, mais j'avais pas voilà d'attachement très marqué à la série. Et j'ai été agréablement surprise parce que justement peut-être je m'attendais à rien, je ne sais pas. Mais notamment par ce personnage du sergent Garcia avec le côté, ils ont essayé d'atténuer un peu son côté ridicule, Oui. mais lui donner un sens. Avec, on a l'impression qu'il a suivi toute une thérapie, voilà cette lettre qui C'est une sort lettre. pour avouer à Zorro tout ce qu'il a ressenti et tout ce qui lui a fait souffrir au cours des années. J'ai trouvé que c'était fait à la fois, c'est très touchant et très drôle en même temps. Enfin voilà, ils ont réussi à trouver un bel équilibre. Il y a l'interprétation de Grégory Gadebois qui est vraiment magistrale, je trouve, sur ce personnage. Il arrive à faire un personnage à la fois crédible, attachant et en même temps il reste un peu ridicule puisque c'est tout l'objet hein, de la série d'être un petit peu dans cette comédie avec ce côté absurde. Alors je pense que moi j'aurais préféré que ce soit plus assumé sur l'absurdité, sur la comédie. Benjamin parlait des questions de format. Je pense que voilà, j'aurais voulu que ce soit un peu plus tranché à ce niveau-là. Mais au moins, on est sur une proposition originale, à la fois vis-à-vis des autres Zorro qui ont pu être faits, et parce qu'ils essayent de trouver un équilibre entre le comique, le ridicule par moment, avec ce côté voilà du jardin qui cabotine un peu par moment, mais qui a aussi voilà sur certains plans, il m'a rappelé Vincent Price. Enfin, c'est assez surprenant d'avoir ce mélange même esthétique. Et donc il y a ce côté-là d'un côté, et de l'autre côté une profondeur et une réflexion qu'on n'avait pas dans l'ancienne série Zorro parce que c'était pas le but et qu'on était plus dans des aventures épiques. Mais là, j'ai trouvé que la réflexion, alors politique et économique, qui est en filigrane, hein, qui est jamais vraiment, il y a jamais de lourdeur à ce niveau-là, mais j'ai trouvé que c'était très pertinent de réfléchir à la fonction sociale et économique de Zorro. Alors c'est peut-être parce que je suis beaucoup sur la légende de Robin des Bois en ce moment et qu'on a des parallèles hein, clairement entre les deux. Mais ce côté je vole aux riches pour donner aux pauvres et je vais essayer de rétablir la justice parce que sans justice il n'y a pas de paix, d'accord. Mais la question c'était comment Zorro peut être un modèle pérenne. Et c'est ça que la question que pose aussi la série, c'est que le personnage, enfin, dont il y a ces deux entités, hein, Don Diego de la Vega et Zorro, parce que il se rend compte d'un point de vue personnel, même marital, qu'il a du mal à exister l'un sans l'autre. Mais pour la ville, pour le fonctionnement politique et social, c'est pas possible d'avoir les deux. Comment une même personne peut incarner à la fois l'autorité, hein, puisqu'il devient le garant de l'autorité dans la ville péniblement et avec beaucoup de difficultés, et en même temps, en tant que Zorro, il représente le contre-pouvoir et le côté rebelle qui essaie de rétablir la justice. Or, il ne peut pas être ces deux figures de pouvoir en même temps, et il se pose la question de d'accord, on essaye de rétablir ponctuellement la justice et l'économie, de mieux répartir les richesses, mais comment on fait quand on répartit les richesses et que le peuple décide d'en faire n'importe quoi, globalement, plutôt que de réfléchir à une construction durable pour faire progresser la ville, que ce soit sur les questions économiques, sur la relation à l'esclavage ou des choses comme ça. Donc il y a une réflexion qui est très pointue en fait, mais qui est un petit peu éparpillée entre les gags. Mais je trouvais que ça apportait vraiment un bel ajout
à ce personnage de Zorro et à comment il peut être un modèle durable dans une telle situation. Donc finalement, Zorro était une série politique. On a 4 séries politiques. C'est étonnant. Ouais. Benjamin. Sociopolitique, enfin là oui, ok, on va un peu loin. Moi je trouve que ce que ça dit sur en fait ça dit quoi si on réfléchit un petit peu sur la virilité en fait, c'est vraiment une l'épouse qui veut retrouver, enfin qui perd le contact avec son mari parce que finalement il est un peu mou, il est un peu terne, il a perdu de sa virilité, donc c'est quand même un éloge de la virilité retrouvée, que ça soit par l'entremise de Zorro, donc de cette réincarnation, ou peut-être du mari original, enfin j'en dis pas plus, etc. Et puis après sur le rapport au peuple, c'est aussi un discours sur la lutte des classes et le mépris de la bourgeoisie vis-à-vis du petit peuple, et puis on retrouve finalement une sorte d'entente, comment dire, en tout cas là aussi d'éloge du petit peuple, hein, qui se bat finalement contre les puissants et contre le mépris des puissants, et je trouve que c'est quand même assez c'est assez réducteur, quoi. Il me semble que ça n'apporte pas grand-chose finalement à notre vision sociologique de la société, si ce n'est que bah oui, les riches sont très méchants et le petit peuple en souffre beaucoup, quoi. Bon, donc c'est un fait un peu à la serpe ou à la pointe de l'épée. Deuxième série qui nous intéresse aujourd'hui, Les Anneaux de Pouvoir, saison 2. On est toujours dans le préquel produit par Amazon sur le deuxième âge de la Terre du Milieu, créé par Tolkien. À la manœuvre, les 2 showrunners de la première saison, J.D. Payne et Patrick McKay. Mais la série voit l'arrivée d'une productrice exécutive et réalisatrice chevronnée qui est Charlotte Brandstrom, qui a travaillé récemment sur The Witcher et Counterpart. Le récit poursuit sur les intrigues entamées dans la première saison, notamment la montée en puissance de Sauron et la forge des anneaux par l'elfe Celebrimbor, anneaux qui commencent à révéler leur pouvoir. Alors dans intersaison, sur la première saison, on peut pas dire qu'on était tombé en pamoison sur les anneaux de pouvoir, qui avaient en plus communiqué sur une espèce de cascade d'argent, plutôt que de mettre un peu de sous dans le scénario. Tout avait été investi dans les décors. Est-ce qu'on serait quand même d'accord entre nous pour dire que cette saison, je vais poser la question à Justine d'abord, qui est spécialiste, est-ce qu'on serait d'accord pour dire que cette saison voit un peu quand même une petite montée en puissance par rapport à la première? J'essaye, hein. Tu essayes, non mais c'est bien. Monter en puissance, oui, mais si tu veux, vu d'où on partait, c'est pas difficile de monter en puissance. Après, on n'est, je pense, toujours pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre. Vu à la fois la matière originelle et on va dire voilà l'univers de Tolkien, même si ils ont des droits très réduits, hein, sur ce qu'ils ont le droit d'utiliser, donc il y a cet aspect-là, mais vu aussi justement cette débauche de moyens qui a été suffisamment mise en avant à tous les niveaux de la production, on serait en droit, voilà, étant donné le panorama sériel actuel, d'attendre beaucoup mieux. Mais effectivement, il y a une montée en puissance qui va pas très très vite, ni très très loin, mais ça monte. Voilà, quelques marches, si tu veux. Bon, d'accord. Alors Benjamin, même vision. En tout cas, la série a du mal à subvertir le genre de la médiéval fantasy, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont pas vu Game of Thrones. Oui, ça, je me suis pas posé la question, effectivement. Ouais, je pense qu'ils l'ont vu, hein, mais ils se sont dit, bah, nous, on va faire l'inverse. C'est vrai qu'il y a une montée en puissance dans la médiocrité. Moi, je dirais plutôt comme ça. Non, mais honnêtement, pour moi, c'est une catastrophe, et c'est peut-être, ça, il faudra voir à terme, c'est peut-être une catastrophe industrielle aussi qui s'annonce, parce qu'on nous a annoncé plus d'1 milliard de coûts, et ça va être largement au-delà. On nous annonce 5 saisons, et donc ça, c'est très ambitieux. Amazon sort les muscles en nous déclarant que voilà, on va avoir une série sur le long terme. Alors attention, parce que là, c'est une boîte noire, Amazon, donc on n'a aucune idée des retombées, des chiffres, des audiences, ça on ne sait plus, et quoi qu'ils annoncent, moi je n'y accorde aucun crédit, donc on n'a aucune idée. Mais attention de voir ce que va devenir cette série, ça peut avoir des répercussions, même si bon, Amazon a l'air insolide, mais en tout cas, avoir la pérennité de ce projet. Moi, je suis pas sûr que ça aille au bout. Alors, pour en parler concrètement, pour moi, c'est vraiment un échec cuisant, parce que c'est d'un puritanisme dégoulinant qui vraiment
me répulse. C'est-à-dire que c'est une attaque qu'on porte souvent sur la fantasy. Là, je vais essayer de pas froisser Justine par rapport à ça, mais c'est pas inhérent au genre. Voilà, c'est ça qu'il faut bien expliquer. Même si on se rapporte souvent à Tolkien et on réduit ça à des histoires pour enfants et donc. Bon, voilà, je veux pas caricaturer le genre. Il peut aller dans des directions très différentes et on l'a vu avec Game of Thrones, on va le voir avec House of the Dragon. Mais là, c'est vraiment le puritanisme poussé à l'extrême avec une solennité dans chaque échange, donc chaque déclaration. Donc c'est un enchaînement de dialogue, de rhétorique, de rhétorique, de dialectique verbale entre deux personnages ou trois. Et puis autour de ça, des scènes d'action, des scènes à grand spectacle, qui pour le coup, je trouve, sont extrêmement visuellement et en termes sonores assez impressionnantes. Donc là, l'argent, on le sent. Il y a une qualité artistique dans les effets spéciaux que je souhaite vraiment mettre en avant. Mais pour le reste, ce sont des échanges interminables et surtout qui ne sont pas problématisés, qui mènent simplement à opposer de façon binaire le bien et le mal, quoi. C'est vraiment, on reste sur ces positions-là très tranchées. Donc, les personnages sont quand même très typés. On a clairement la définition du personnage bon et du personnage méchant. Et puis, l'idée permanente de la corruption, de la perversion, l'anneau. On connaît toute cette histoire. Et donc, le personnage qui va être détourné du bien fondé de ses intentions, être perverti par cet anneau et puis être au service de Sauron. Donc c'est cette histoire-là. La dissimulation, chez Sauron, donc la dissimulation des vraies intentions. Donc c'est un thème intéressant, évidemment, la duplicité du personnage, dualité, duplicité. Donc je trouve qu'il y a matière vraiment à travailler dans cette série, mais c'est trop tranché, c'est trop binaire, c'est trop caricatural, c'est trop solennel. Vraiment, moi, ça me sort des yeux, quoi. Les grands discours et puis la musique qui appuie tout cela, qui est très symphonique, qui porte très haut, mais c'est vraiment tous les clichés. Justine, tu sais ça mieux que moi, tous les clichés de la fantaisie, mais dans ce cas-là, de plus au pire sens du terme, insupportable. Voilà, parce que la fantaisie, c'est dommage parce que ça va contribuer très fortement à encore plus hérisser le poil de ceux qui attaquent déjà ce genre-là. Et je trouve, du coup, souvent à raison, pas systématiquement, parce qu'il y a des contre-exemples. Mais c'est vrai que la fantaisie est quand même un genre que ses défenseurs vont toujours chercher à porter contre les attaques qui lui sont menées, mais c'est un combat là qui va être un petit peu déséquilibré parce qu'on a vraiment l'argument concret d'une série qui appuie sur tous ces clichés du genre et qui va fourbir les armes, notamment d'une critique de cinéma qui voit ce genre comme quelque chose d'assez pauvre et qui ne dit rien de la société, qui perd le contact avec l'humain, avec ce que notre société a nous, qui finalement n'est pas vraiment problématisé et qui du coup moi ne m'intéresse absolument pas. Si on fait une comparaison sur la question du puritanisme, Justine, toi qui as travaillé sur The Witcher et qui connais vraiment bien cette série, il y a des scènes un peu plus torrides, enfin il y a du corps dans The Witcher. Là, c'est un peu neuneux quand même, pour le dire poliment. Ouais, faut voir le matériau de départ aussi. Chez Sapkowski, l'auteur de The Witcher, on a un côté beaucoup plus réaliste au sens, alors je mets des gros guillemets de réalisme, mais au sens de différents aspects de la société, alors que chez Tolkien, il va rester très pudique sur les relations, au-delà des relations amoureuses, des relations sexuelles, etc. Ça reste, c'est pas ce qui l'intéresse. Donc voilà, il y a aussi cette question de d'où on part. Donc c'est logique. En plus, les anneaux de pouvoir, on va avoir Amazon qui va diriger ça vers un public quand même, un très grand public et éventuellement un public familial. Donc, ils peuvent pas se permettre d'avoir certaines représentations, même les scènes de bataille. Ça reste quand même très gentil. Non, il y a plein de gens qui meurent, mais c'est pas très sanglant. La démonstration est pas très explicite à ce niveau-là. Mais je suis tout à fait d'accord, Benjamin, avec ce que tu disais sur le côté très sentencieux. On a l'impression qu'ils font la série pour avoir, vous savez, dans Game of Thrones, ils avaient sorti des produits dérivés, notamment des livres de toutes les phrases un peu bien tournées de Tyrion Lannister. C'est le même principe. Là, tu as l'impression que tous les personnages veulent faire leur petit bouquin de ma phrase bien sortie et très philosophique. Et tu as l'impression qu'ils se balancent des phrases comme ça, mais ça forme pas un dialogue et ça fait pas avancer l'intrigue. Donc, on a ce côté très théâtral
qui va aussi avec la richesse et la beauté des décors, des scènes de bataille. C'est très très beau. Quelques costumes, hein, notamment à Númenor, qui font un peu cheap à côté. Je pense que des armures notamment. Alors, on pourrait aussi critiquer certaines techniques de bataille, et ça c'est la médiéviste qui parle aussi, parce que on n'attaque pas comme ça n'a aucun sens. On n'attaque pas quoi, frontalement, on charge pas. Déjà, tu m'expliques comment une armée, même si c'est des elfes et qui sont extrêmement doués et extrêmement coordonnés, hein, je veux bien, mais qu'ils arrivent tous à s'arrêter à la même seconde à 1 mètre de Galadriel qui finalement est capturé par les méchants. Donc voilà. Il n'y a pas d'énergie cinétique en Terre du Milieu, peut-être. Donc ils n'ont pas une grande distance de freinage. C'est ça, et je sais bien qu'ils sont très rapides et très légers, mais leurs chevaux restent des chevaux, si tu veux. Hein, voilà, c'est pas des chevaux elfes. Donc on a, tu vois, des incohérences comme ça aussi. Toutes ces scènes où Elrond, notamment en bataille, se lance dans des contemplations tragiques, c'est chouette qu'aucun orc ne décide de venir l'attaquer à ce moment-là. Donc tu vois, tu as un côté très théâtral, tu as l'impression que les personnages font des apartés et sont dans des codes vraiment de la tragédie, mais sur une scène de théâtre. Donc ça pose aussi des problèmes de mise en scène par moment, malgré cette beauté, hein, clairement, j'admets. Après, voilà, toute la duplicité de Sauron, à partir du moment où on sait que c'est Sauron, si tu veux, la duplicité, elle n'a pas trop de sens. À quel moment tu veux essayer de réhabiliter le personnage, sachant qu'on sait pertinemment que c'est le méchant? C'est pas un personnage qui est, tu vois, c'est pas Gollum qui a un background, qui a des éléments qui permettent de le racheter, qui peut aller sur les questions de pitié ou des choses comme ça de façon très subtile. Là, Sauron, par principe, si tu veux, c'est le méchant, surtout à ce stade de son histoire. Donc, on nous a fait toute une saison pour faire la première saison pour le dévoilement de qui était véritablement Sauron. Et là, ils nous font une deuxième saison en disant, en fait, il a encore changé de nom et peut-être qu'il a encore changé d'identité, mais non, c'est toujours Sauron. Oui, mais enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on le savait. À la fin de la première saison, ils nous ont fait tout un suspense pour dire, on va forger des objets ronds comme une couronne, non, mais plus petits. Voilà, ils nous ont fait tout un suspense pour arriver à des anneaux, ce qui était littéralement le titre. Là, c'est le même principe. Ils nous font tout un suspense pour nous dire Sauron est méchant. On tombe pas des nues, si tu veux. Ça fait partie des codes de base. Et c'est ça le problème, c'est que utiliser les codes de la fantasy pour en proposer quelque chose de différent, quelque chose d'original, tu vois, pour jouer avec cette tradition, c'est très chouette. Il y a certaines saisons de Game of Thrones ou même certains éléments dans plutôt la littérature de The Witcher qui fonctionnent très bien à ce niveau-là. Mais là, effectivement, non seulement tu as l'impression que l'équipe n'a pas vu Game of Thrones, mais tu as l'impression qu'ils connaissent très mal la fantasy et qu'ils te proposent de réinventer le genre qu'ils connaissent pas. Voilà. Donc, on se retrouve avec une utilisation de grosses ficelles qui ne marche pas, qui essaye de tenir uniquement sur la beauté et le charisme des acteurs qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Hein. Donc, au bout d'un moment, on tourne en rond et on se retrouve avec un spectacle qui n'est pas déplaisant. C'est pas déplaisant à regarder. Mais quand on voit les moyens qui ont été dépensés et le potentiel que ça avait au niveau de la création narrative, forcément, on est déçu. On peut pas, on peut pas soutenir le projet, là, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose à sauver Benjamin, je te passe la parole, hein, mais par exemple sur toutes les scènes qui sont tournées dans la forge, enfin il y a un choix d'une unité de lieu qui est pas inintéressant, notamment parce que ça renvoie un peu toujours au studio de tournage, c'est-à-dire on va forger, on va tourner au même endroit, et donc là il y a des interactions entre Celebrimbor et Sauron qui sont pas inintéressantes. Alors ça fait patiner l'action, mais ça s'appelle les anneaux de pouvoir, donc filmer la forge et les hésitations. Bon voilà, je dis ça histoire de sauver quelque chose, hein, Benjamin. Non mais c'est bien, on admire tes efforts pour sauver. Il y a toujours on peut toujours trouver des choses à dire. On peut écrire des bouquins sur cette série qui seront peut-être plus passionnants que la série elle-même. Hein, ça peut être tout à fait le cas. Mais non, enfin moi je sauverais pas grand chose. Qu'en plus cette beauté dont parle Justine, en même temps, elle a quelque chose de pittoresque, dirait Epstein, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours le bon point de vue. C'est comme un photographe qui va prendre le point de vue idéal. Qui produit de la photo vue et revue, quoi, pré-mâchée, c'est-à-dire que c'est déjà vu. Et là, il y a toujours le lens flare, le reflet du soleil, la belle perspective, la belle cascade, etc. Donc c'est une beauté qui a un peu un goût de guimauve, quoi.
Tu vois. Donc et puis après oui sur Sauron, je te rejoins complètement. Ça a aucun sens il est déjà dévoilé effectivement. Donc on entretient un faux suspense qui ne nous atteint pas du tout. Et je trouve que ça participe d'un côté très programmatique dans cette série parce que sur les anneaux de pouvoir, donc ça s'appelle les anneaux de pouvoir. On sait que c'est le Seigneur des Anneaux parce qu'en plus le titre c'est le Seigneur des Anneaux, les anneaux de pouvoir. Si vous aviez pas le mot clé en tête, là je pense que vous l'avez. Ils l'ont bien placé en plus. Hein. Voilà. Et en plus, il y a une chanson donc dans la première saison qui annonce le programme. Et ça, c'est abominable parce que du coup, la saison 2, elle déroule ce programme. On sait combien il va y avoir d'anneaux, on sait pour qui ils vont être conçus, etc. Et c'est là qu'on voit, on y viendra après, quand même la subtilité d'une série comme Game of Thrones, qui a été beaucoup décriée et beaucoup trop à mon goût, parce que en termes d'équivoque, de subtilité, de ménagement des effets entre ce qu'annonce une chanson et ce qui va réellement se passer, la manière dont tout cela va interagir, on est dans un autre monde. On parle pas de la même chose. Donc là, effectivement, c'est une série qui va viser un public très large, une série plutôt pour enfants. Sur le puritanisme, il n'y a pas une goutte de sang, il n'y a pas un acte sexuel, il n'y a pas. Si, il y a un baiser, mais alors là, c'est le baiser hollywoodien, avec les mouvements de caméra, la musique et tout ça, mais c'est... Qui n'a rien à faire là. Non, mais moi, j'ai cru que c'était une Ils sont de la parodie même à un moment. famille. En plus, ah ben oui. On n'est pas chez les Targaryens. Donc non, ça c'est aussi abominable. Enfin, je comprends que voilà, il y a le matériau de départ, comme tu disais, hein, Justine, on part de Tolkien. Donc de ce point de vue-là, peut-être qu'ils sont pieds et poings liés. Donc ça peut expliquer. Mais il y avait peut-être matière justement à subvertir. Quoi de mieux comme matière à subvertir que du Tolkien? C'est même plus incitatif que du George Martin, parce que là, on a vraiment. Mais bon. Voilà, c'est une super production. Il faut dire ce que c'est une super production pour Amazon. C'est pas une série d'auteurs comme a pu l'être Game of Thrones. Donc c'est de la fantasy dans tout ce qu'elle a de plus populaire et je dirais populiste et qui, à mon sens, ne fait pas du tout avancer le genre et qui va dégoûter ceux qui en étaient déjà dégoûtés et qui va plaire à ceux qui ne sont pas vraiment attachés à l'auteurisme de la série, quoi. Donc, voilà. C'est un personnage qui avait manqué dans tous les films, j'allais dire la trilogie, mais il en a fait plein, de Peter Jackson. C'est le fameux Tom Bombadil qui a un rôle très important dans la narration du Seigneur des Anneaux et qui avait disparu des longs métrages. Il revient là, il a un dialogue avec le futur Gandalf. Justine, un mot sur Tom Bombadil? Alors oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tant qu'on parle du suspense, hein, le futur Gandalf qu'on nous a fait attendre aussi. Arrêtez avec le suspense. Quand vous faites des choses évidentes, au bout d'un moment, soit vous subvertissez ça, soit vous assumez dès le début. Mais ne faites pas du suspense pendant 2 saisons pour arriver au même résultat. Mais donc, on était enfin content d'avoir Tom Bombadil et ses chansons. Et typiquement, hein, quand on est dans une série qui s'adresse à un public jeunesse ou un public familial, il nous fallait Tom Bombadil, qui est ce personnage vraiment à la fois excentrique et un personnage de conte de fées, hein, clairement. Donc, ça pouvait marcher. J'aurais bien voulu forcément qu'ils aillent un peu plus loin là sur le côté merveilleux du personnage. L'interprète d'ailleurs dont j'ai oublié le nom, mais qui a clairement un côté Jack Black. Hein. Moi, j'ai passé toute la série à me dire mais pourquoi c'est pas Jack Black dans ce rôle? Mais pourquoi pas? Il est déjà naturellement barbu maintenant, Jack Black, donc il n'y avait même pas besoin de postiche. Et puis il a déjà ce côté un peu, tu vois, un peu merveilleux, whimsical, tu vois, qui pourrait ajouter. Mais pourquoi pas? Et puis le duo, même si de fait l'histoire piétine à ce niveau-là, au niveau de qui est l'étranger et comment il va devenir ce qu'il est censé devenir, à la fois dans ses enjeux magiques et dans les causes qu'il va défendre, hein, sa relation au Hobbit notamment, qui place toujours un petit peu à part des autres mages. Donc ça piétine un petit peu, mais à la limite, ça développe le personnage. En revanche, je suis très contente qu'on ait eu Tom Bombadil, mais pourquoi on s'évertue systématiquement à virer sa compagne, qui est Bédor? On n'a déjà pas beaucoup de personnages féminins qui ne sont pas des elfes chez Tolkien. Là, on en a une qui est excentrique, qui est merveilleuse dans tous les sens du terme, etc. Alors, on l'entend. On a une espèce de petite chanson qui apparaît très, très ponctuellement. Mais c'est tout. Donc, c'est dommage, là encore une fois, d'avoir du potentiel, puisqu'il faut qu'on ait aussi cette diversité qui manque de fait chez Tolkien, mais pour correspondre au code d'Amazon, on a besoin de cette diversité.
là, vous aviez la possibilité de mettre en scène un personnage vraiment original qu'on n'a pas du tout vu dans les autres versions, qui est malheureusement souvent négligé alors qu'il est extrêmement intéressant et qu'il a tout ce côté merveilleux d'enfance. Et il passe encore une fois à la trappe. Donc moi, je suis pour la réhabilitation de Bédor. Donc voilà, je vais faire une pétition pour la prochaine saison, je ne sais pas. Il faut leur envoyer. Audrey, tu voulais faire un petit billet d'humeur, un petit mot sur la Medieval Fantasy. Alors, ouais, un billet d'humeur saison. Alors moi, je n'ai pas vu Les Anneaux de Pouvoir, même pas la saison 1. En fait, c'est pour ça que je suis en retrait. Mais alors, c'est magnifique parce que je suis ravie de ne pas avoir perdu mon temps devant. Oui. Pour moi, il y a une surdose de toute façon de franchises, de séries, de films qui s'aventurent sur des terrains connus simplement par peur du risque. Hein. Moi, je ne vois que ça. Il y a finalement très peu de scénaristes et de cinéastes qui ont des choses à dire. Ça peut arriver. En ce moment, il y a un film très intéressant au cinéma qui s'appelle Folie à deux et qui, pour moi, propose quelque chose de beaucoup plus intéressant sur les méchants, justement, et sur la figure du méchant, avec beaucoup plus de créativité et surtout une grande liberté, quoi, par rapport à ces modèles. Et cette liberté-là, je pense que pour une plateforme aussi qui a une vision aussi grand public, une visée aussi grand public que Prime, c'est très compliqué de s'émanciper de ces contraintes économiques, quoi, tout simplement. C'est très compliqué. Donc moi, j'entends, dans tout ce que vous avez dit, j'entends parfaitement des choses que j'entends par ailleurs sur d'autres franchises, sur d'autres IP, même si bon, finalement, tout est un peu de l'IP. Hein. C'est pas parce que c'est de l'IP que c'est pas bien d'ailleurs, absolument pas. Mais bon, il y a une tendance à se reposer toujours sur des modèles qui sont éculés, qui ont beau être extrêmement sophistiqués, sauf peut-être aussi d'un excès de budget. Voilà, et quand il y a trop de budget, quand il y a trop d'argent, il n'y a pas de créativité. On ne cherche pas de nouvelles façons. Je veux dire, si David Simon avait eu beaucoup de budget pour faire The Wire ne serait pas The Wire. Donc, on se plaint toujours du manque d'argent, surtout en France, où on dit on n'a pas d'industrie, on n'a pas les moyens et tout ça. Bah oui, mais regardez ce que l'excès de budget aussi fait à ces titres-là. Moi, je rêverais d'une variation sur Tolkien qui serait une variation complètement dépouillée, sans effets spéciaux, sans rien. Et tout à coup, on essaierait de creuser ce que cet auteur a voulu nous dire, a voulu nous transmettre sur c'est quoi être un hobbit, c'est quoi la condition du hobbit, c'est quoi la condition de Gollum, c'est quoi J'aimerais revenir parfois à cette essence-là. Et là, l'essence, moi, je sens dans tout ce que vous dites, cette essence, elle est complètement noyée. Donc là, on est pris au piège d'une espèce de machine qui a trop de budget, qui a peur de perdre des abonnés, qui ne songe qu'à en gagner. C'est pour moi des produits c'est des produits déjà, c'est des produits, des séries. Et c'est des produits qui sont, de ce que j'entends, ça me confirme un peu mon sentiment, qui sont des produits qui sont très bouclés sur eux-mêmes, qui sont très repliés sur leur propre monde. Donc, il y a effectivement une paresse dans le fait de pas inventer des scénarios originaux, mais d'aller chercher des choses déjà existantes. C'est le principe de la franchise. Et je rappelle que les deux showrunners étaient d'illustres inconnus avant de se lancer là-dedans. Donc, il y a eu une espèce de j'allais dire une prise de risque. Il y a eu un choix un peu étrange du côté d'Amazon. Benjamin, sur les franchises, par rapport à ce que disait Audrey. Oui, c'est vrai que je vais dans le même sens. C'est la grande tendance. Hein. C'est vrai que les propriétés intellectuelles, comme on dit, pour se protéger et pour assurer une base, en fait, une base d'audience, une base publique, et puis des personnages déjà préconçus. C'est sûr que c'est la grande tendance aujourd'hui qui appauvrit de manière générale on va dire la créativité des séries. Maintenant, c'est évidemment pas du tout une fatalité, c'est-à-dire que ça dépend vraiment des projets, parce qu'en t'entendant Audrey, je pensais aussi justement à Game of Thrones, à House of the Dragon, qui sont des propriétés intellectuelles très fortes. Je pensais à The Last of Us sur HBO, qui est une adaptation de jeu vidéo qui est assez proche du jeu vidéo par certains aspects et très original par d'autres. Je pensais à une série magnifique dont on parle pas assez, qui s'appelle L'Amie prodigieuse, My Brilliant Friend, qui est adapté de Elena Ferrante, qui est diffusée en ce moment sur HBO et en Italie, et qui est une magnifique série aussi, qui pourtant est une adaptation très fidèle des romans de Ferrante. Donc évidemment, l'adaptation, ça remonte il y a très peu de séries vraiment originales. Et finalement, quand on parle de David Simon, il a adapté ses propres livres, donc c'est aussi de l'adaptation de son travail de journaliste, de ses enquêtes, sauf que ça vient de lui, donc c'est une création très très originale de ce point de vue-là. Un dernier exemple, c'est une autre série dont on parle pas assez, qui est magnifique, qui s'appelle Industry, qui a été diffusée récemment sur HBO. Et c'est une série pour le coup qui est très originale, mais qui est adaptée d'une certaine manière
du métier de ces deux créateurs, qui sont d'anciens traders, qui ont repris finalement toutes leurs histoires, toutes leurs anecdotes, tout leur vécu pour innerver leur série. Donc c'est vrai qu'on part jamais de zéro. De toute façon, en art, quelle que soit l'histoire qu'on va inventer, maintenant c'est de quelle épaisseur est la matière sur laquelle on s'appuie. Et en même temps, je me dis que c'est pas forcément rédhibitoire. Ça peut être une grande force. Et vraiment, il me semble que les travaux de George Martin adaptés par HBO ont montré qu'il y avait matière à créer des séries. Donc après, c'est vrai que la question des auteurs, on en revient à ça. En fait, moi, je suis désolé, j'ai un discours un peu comment dire, de prof de cinéma sur cette bonne vieille politique des auteurs qu'en fait, on n'arrivera pas à démonter parce qu'elle est toujours pertinente. Et là, tu as cité, Emmanuel, les auteurs du Seigneur des Anneaux. Alors, moi, j'ai rien contre le fait de prendre des gens effectivement inexpérimentés. Ça peut donner des résultats fascinants. Industry, les créateurs n'étaient pas connus du monde de la télévision. Seulement, ils avaient une expertise très très forte dans leur métier et ils se sont bien entourés, ils se sont bien encadrés. Donc moi, je dirais que c'est une question d'encadrement. Je fais le lien entre Zorro et le Seigneur des Anneaux. Là, il me semble qu'il manque quelqu'un comme Chris Albrecht à l'époque des grandes séries de HBO, qui soit là pour polir finalement un matériau qui est assez qui propose des choses intéressantes, mais il y a des décisions à prendre. Alors sur Zorro, pour moi, c'était le format, il y avait des choix sur la tonalité, des choses comme ça à régler. Et là, sur Le Seigneur des Anneaux, effectivement, il y aurait eu des choix forts à faire en fait. Peut-être sur le format, sur la durée, et surtout aussi sur cette tonalité, sur cette solennité dont on a parlé. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus qui dise, écoutez, là, il faut qu'on se libère de ça. Libérez-vous de ces aphorismes dont parlait Justine. C'est vrai que c'est une succession d'aphorismes. C'est abominable. Mais qui parle comme ça? Personne. Ils parlent comme dans des livres, et encore des livres mal écrits, quoi. Donc, on sait bien que chez Amazon, il n'y a pas cette personne-là, il n'y a pas ce directeur, on dirait directeur des programmes. Directeur de collection. Voilà, ou quelqu'un comme Casey Bloys aujourd'hui chez HBO, quelqu'un comme John Landgraf sur FX. Ce sont eux finalement les grands penseurs de la télévision. Ce sont eux qui aident à façonner des grands projets. Et c'est là vraiment que la grande télévision se produit. Voilà, on n'a pas ça chez Amazon et du coup, on n'est pas très surpris du résultat final. Maintenant, d'aller aussi loin dans la médiocrité, moi, je trouve que c'est une belle performance. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a un exploit qui a été réalisé. Il y a du talent de ce point de vue-là. Ouais. Bon, donc Tolkien saccagé, Justine, on aurait pu faire mieux. Enfin, ce que disait Audrey, Tolkien fournit un matériau qui aurait pu être beaucoup mieux exploité. Oui, hein, si Tolkien c'est considéré comme un des pères de la fantasy, c'est pas seulement parce qu'il faisait partie des premiers, parce qu'il y en avait d'autres à la même époque. Il a posé les bases du genre, mais parce qu'il le fait avec force et avec une subtilité qu'on reconnaît pas en fait très souvent. Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Benjamin, sur à la fantasy qu'on va percevoir de façon très manichéenne. Or, c'est un genre qui va justement dans l'approfondissement et dans la subtilité. Là, si on se retrouve avec ce type de représentation par Amazon, on retombe dans tout ce que, on va dire, le grand public qui ne connaîtrait pas la fantasy croit qu'est le genre. Donc, voilà, on entretient tous les clichés négatifs. Or, il existe plein d'autres possibilités et promis, chez Tolkien, on ne parle pas avec ces phrases sentencieuses qui ne mènent à rien. Tolkien écrit extrêmement bien, donc si vous avez l'occasion, allez lire. En plus, il y a plein de traductions géniales, mais voilà, même en adaptation, il y a des choses super intéressantes qui n'ont pas besoin de milliards ou de centaines de milliards. Je pense forcément au film de Ralph Bakshi qui date de 78, qui était un film qui adapte le début du Seigneur des Anneaux, qui mélange de l'animation, hein, du dessin et de la prise de vue réelle avec rotoscope. Enfin, voilà, d'un point de vue technique, il y a des propositions intéressantes. Il y a une belle... La première trilogie de Peter Jackson était quand même très réussie, non, Justine? Très intéressante. C'était très intéressante. Non, moi j'aime beaucoup, mais je sais que voilà, je sais qu'il y a des choses qu'on pouvait redire, mais forcément, la première trilogie, pour moi, elle est quasiment parfaite. De Peter Jackson. La deuxième, je ne serai pas aussi catégorique, mais encore une fois, moi je vois ça aussi dans la relation au texte de base. Mais voilà, il y a des possibilités et on a des choses. Là, on parle que des versions audiovisuelles, mais on a des versions théâtrales ou des comédies musicales sur scène qui ont été proposées, qui j'ai envie de dire respectent le texte de Tolkien. C'est horrible à dire comme ça, mais qui sont plus proches. Je pense pas que Amazon
respectent non pas la lettre, mais l'esprit. Voilà. Donc d'un point de vue littéraire, moi je suis gênée par ça aussi, parce que je reconnais pas une œuvre que j'aime en version littéraire. Je la reconnais pas quand elle est transposée comme ça sur grand écran. Donc c'est très joli, ça donne des très beaux fonds d'écran. J'ai clairement envie de partir en vacances à Casa de Doom, ça c'est pas un souci, mais j'ai pas envie de suivre cette histoire. C'est dommage, hein. Merci Justine. 3e série, on va rester dans des univers proches. House of Dragons saison 2, préquel de Game of Thrones, produit par HBO, disponible sur Prime Video, avec un nouveau générique où l'on suit la lutte pour le trône entre Rhaenyra et Aegon, mais surtout la tension entre deux femmes qui furent naguère amies, Rhaenyra toujours et Alicente, mère du roi, et l'on retrouve au casting Emma Darcy, Matt Smith et Olivia Cooke, entre autres. Il y a un nouveau générique. Le premier, c'était des espèces c'était du sang qui coulait, des flots de sang voilà, qui se déversaient sur une maquette, oui. la maquette du roi, et qui en fait noyait tout pour annoncer que on avait des flots de sang qui allaient se déverser dans la saison. Donc c'était un peu explicite, comme disent les Américains. Là, pour le coup, ils ont fait une tapisserie, et on sait que voilà, au Moyen-Âge, les tapisseries servaient à raconter des histoires. Justine, c'est ta spécialité, les histoires dans les histoires, les récits tissés. Exactement. Et là, on est vraiment sur une réflexion très méta, une illustration très méta de ce que c'est un texte. Un texte, littéralement, c'est quelque chose ce sont des fils qui sont tissés et qui s'entrecroisent. Si on reprend l'étymologie, là, on a vraiment une illustration de ça, avec clairement un parallèle avec la broderie de Bayeux, là, dans ce générique de saison 2, parce que on va avoir une tapisserie ou une broderie, en l'occurrence, qui retrace les événements importants de l'histoire du pouvoir, de l'histoire de cette famille qui s'entre-déchire, parce qu'il y a un côté très guerre civile aussi. On a des clans qui sont mis en place, mais globalement, ça reste la même famille à l'origine. Donc, on est sur une façon d'illustrer l'histoire politique avec des événements on va retrouver avec une petite évolution tout au long de la saison. On met l'accent sur des affrontements très concrets, des enfants qui meurent, des choses comme ça, qui sont clairement représentés dans la broderie, et aussi des choses qui vont être un peu plus symboliques sur l'utilisation des couleurs. Par exemple, puisqu'on a les verts contre les noirs, etc. Mais on a des espèces de couleurs qui se répandent comme ça petit à petit, comme si on retrouvait à la fois l'influence de chaque partie qui se répand, et en même temps des espèces de taches de sang qui vont imbiber petit à petit la broderie. Donc, avec cette idée du sang qui va nourrir et qui va contrarier le déroulement de l'histoire avec un grand H, au sens d'histoire politique ici. Donc on est sur une représentation très élégante, finalement très classique dans les représentations du Moyen-Âge, puisqu'on va reprendre une broderie pour parler de l'histoire politique qui est en train de se dérouler dans la série, et la boucle est bouclée. Audrey, dans cette série, ce qui t'a frappé, c'est le mélange assez réussi entre du grand spectacle, parce qu'il y a des dragons, il y a des grands paysages, il y a des batailles, et en même temps les moments où ça se resserre sur quelque chose de plus intime, sur des sentiments qui traversent les personnages, en particulier les mères, et la série arrive à marier les deux. Oui, moi j'ai été plutôt agréablement surprise, et vraiment cette série, j'en attendais pas grand-chose, et pour moi c'est la preuve aussi que on peut faire un spin-off qui a du sens, même s'il ne paraît pas du tout en avoir. Enfin, en tout cas, quand HBO avait présenté le projet, je m'étais dit mais pourquoi? On a une belle série qui est Game of Thrones, dont moi j'étais très fan, tout en n'étant pas du tout spécialiste d'heroic fantasy, de medieval fantasy, etc. Mais c'est une série qui m'avait prise par la main, qui m'avait accompagnée pendant pas mal d'années, que je trouvais traversée d'une énergie comme ça très HBO, et que j'aimais beaucoup. Et là, donc, ce spin-off qui, a priori, n'a pas beaucoup de sens, si ce n'est de capitaliser sur le succès de cette série et d'en faire encore des caisses, encore une fois, par manque d'imagination, et puis parce qu'il faut absolument combler les attentes des spectateurs, il ne faut pas les laisser partir, il ne faut pas les laisser se désabonner, ce qui est toujours une façon très triste quand même de faire de l'art. Mais là, finalement, donc une première saison
bon, que j'avais trouvé réussie parce que soignée, parce que bien écrite, parce que un ton très différent aussi, une ambiance assez différente, même si elle reprenait quand même des codes de Game of Thrones, mais on sent l'envie de faire quand même quelque chose, de ne pas répéter les choses de façon trop littérale. Et ça, je trouve que ça quand même, ça titille mon attention de critique, hein, en tous les cas. Et là, cette deuxième saison qui me prend, qui me prend par les sentiments. Et j'y retrouve une noirceur que j'aime bien, des conversations, une espèce de jeu politique, alors qui est quand même pas aussi, à mon avis, pas aussi abouti que dans Game of Thrones, mais c'est pas grave. Des personnages féminins qui ne s'excusent pas d'être des personnages féminins, qui sont bien assises là dans leur trône. Alors, des choses que j'aime moins, c'est-à-dire des enjeux qui sont pas très lisibles pour moi. C'est-à-dire que bon, on sait jamais, globalement, on sait jamais qui se bat contre qui. Dans les batailles, dans les premiers épisodes, c'est compliqué. Mais qui est en train de gagner? Qui est en train de se faire trucider? Tout ça, ce n'est pas clair. Et pour moi, il y a des problèmes de mise en scène quand même. Il y a quand même un manque d'inspiration dans la mise en scène. Mais en tout cas, une alternance aussi un rythme qui n'est pas le même, une alternance entre un côté très intime et puis tout à coup cet épisode 4 qui, moi, vient me rappeler c'est quoi de faire entrer des dragons dans l'arène. Et ça, j'avais trouvé ça particulièrement jouissif, quoi. C'est le côté aventure, quoi, tout simplement, le côté épique qui a du souffle. Et bon, tout ça. Et puis aussi capitaliser sur l'attention du spectateur avec cette fin qui est complètement elliptique, qui nous frustre et qui nous dit bon bah voilà, vous n'aurez pas toutes les réponses, vous n'aurez pas toutes les clés, on va peut-être vous emmener sur un terrain tout à fait différent et peut-être que ce sera dans 2 ans ou dans 3 ans et pendant ce temps-là, et ben voilà, va falloir faire 100. Pour moi, c'est encore peut-être ce qui reste de la radicalité d'HBO, tout simplement. Et c'est une série qui me dit qu'il y a encore oui, que l'IP, c'est pas forcément un gros mot, que le genre, c'est pas forcément un gros mot, que le spin-off aussi, c'est pas forcément une mauvaise idée, que si on a des gens derrière qui se creusent un peu la tête, et Benioff et Weiss sont des gens qui se sont creusés la tête à un moment, et ben ça peut marcher. Ça peut marcher. Benjamin, série qui ne fait pas un très grand usage du merveilleux, qui n'en abuse pas. C'est un univers voilà de fantaisie, mais les enjeux politiques sont importants et on voit même, ça leur avait été reproché, hein, mais on va voir même le petit peuple. Hein, on descend jusque dans les bistrots, dans les bordels et dans les rues avec les discussions. Comment, Justine ? Pour une fois. Pour une fois, voilà, ils y vont. Donc Benjamin, on peut aussi entrer dans la série comme ça, c'est-à-dire vraiment quelque chose d'assez réaliste finalement. Oui, alors effectivement, on est dans un univers d'heroic fantasy et puis ça s'appelle House of the Dragon. Donc évidemment, les dragons seront présents, seront mobilisés. Et ce qui est appelé à plus d'éléments merveilleux que de facto dans Game of Thrones, qui venait finalement beaucoup plus progressivement que l'image qu'on a pu en conserver à la fin de la série, parce que le merveilleux s'est imposé à la série via donc les dragons et les marcheurs blancs, et ça n'a pas forcément tendu la série vers ce qui était sa sève, hein, son matériau de base, hein, qui était beaucoup plus sobre, beaucoup plus rentré, et finalement laisser émerger par petites touches le merveilleux. Et je trouvais ça extrêmement fascinant dans le rapport au genre justement de la fantasy. Et donc dans House of the Dragon, pardon, lapsus, qui est un spin-off, hein, qui est une série dérivée. Donc je reviens sur ce que disait Audrey. La série dérivée, ça existe depuis le début de la télévision, et ce n'est pas un mal en soi. Évidemment, les séries sont toujours tiraillées entre l'art et l'industrie, hein, c'est comme le cinéma. Et donc on crée des séries, oui, pour plaire à ses abonnés, ce qui pour moi n'est pas un mal en soi, de plaire à ses abonnés. S'ils sont contents, tant mieux. Mais après, comment on le fait ? Et pour moi, ça faisait sens de lancer cette série parce qu'ils ne se sont pas précipités. Là, je parle de HBO. L'erreur aurait été d'enchaîner tout de suite avec House of the Dragon. Là, on a vu qu'il y avait beaucoup de projets qui ont été développés et finalement, peu ont été retenus. Et celui-ci a mis beaucoup de temps à se mettre en place et à se produire pour une première saison. Donc, on a eu le temps de laisser retomber Game of Thrones d'une certaine manière. Et on a eu le temps ensuite entre la première et la deuxième saison. Alors, peut-être trop, mais maintenant, il faut attendre plutôt 2 ans. Puis là, il y a eu des grèves de scénaristes, il y a eu tout un contexte qui explique cela. Mais il a fallu attendre pour voir revenir cette série. Donc, c'est vrai que c'est une série complexe. Effectivement, il y a beaucoup de personnages et des intrigues qu'on ne comprend pas toujours. Mais est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est pas ça aussi une série d'auteurs ? Est-ce que tout doit être lisible ? Pour moi, c'est le mal justement du populisme, de tout rendre
rendre clair, de tout rendre lisible, de tout rendre explicite. Et moi, j'aime à me perdre dans les méandres d'une intrigue qui est complexe, qui me dépasse et qui me transcende d'une certaine manière. Dans les axes qui m'ont beaucoup intéressé dans cette saison 2, il y a effectivement ce jeu des classes sociales, mais qui là me paraît en rapport vraiment avec nous, avec notre société, et de façon non caricaturale, puisqu'on voit le petit peuple effectivement, et je trouve que c'est très subtilement amené, parce que ces personnes du peuple, on se demande un petit peu au début pourquoi elles entrent en jeu, et ça fait écho à ce qu'on avait un petit peu vu dans Game of Thrones, et ça va prendre une importance dans le récit. Je trouve que c'est amené de façon sérielle, c'est-à-dire que c'est vraiment progressif, et puis ça prend de l'ampleur, et on comprend à ce moment-là où veut en venir la série. Et donc, il y a des scènes assez fascinantes parce qu'on a ces deux, comment je pourrais les appeler, ces deux types qui sont un peu des anonymes qui se retrouvent à la table royale. Et donc, ça montre une confrontation entre l'un qui a plutôt les codes de l'aristocratie et qui entre dans ce sérail-là, qui sait s'y adapter, et l'autre qui est vraiment le cheval de Troie, celui qui n'est pas adapté, qui va subvertir justement cette nomenclature, ces codes, ces règles à respecter, cette bienséance. Et donc, toute cette subversion qu'on n'avait pas dans les anneaux de pouvoir, on la retrouve ici, parce que la subversion, c'est toujours le rapport entre le haut et le bas du corps, c'est toujours le haut et le bas des classes sociales. Et donc là, ça me paraît extrêmement intéressant, et de montrer que finalement ils vont avoir des trajectoires diverses. Il y a à la fois des principes d'héroïsation, mais avec un côté un peu méta, parce qu'on réfléchit sur le processus d'héroïser un personnage dans la série, et en même temps des personnages qui sont plutôt du côté des méchants, des villains, mais de façon assez subtile, parce qu'il y a beaucoup d'ambivalence, d'équivoques dans cette série. On ne sait jamais vraiment tout à fait positionner les personnages. Et ce qui est fascinant aussi, il me semble, dans ce que ça raconte de l'histoire au sens large, l'histoire avec un grand H, c'est que on se rend compte que de grands moments historiques ne sont pas forcément ceux qui ont été écrits, ne se sont pas passés exactement comme ça. Et parfois, il y a une part fortuite et une part d'imprévu, d'impondérable. Et là, c'est ce qui est expliqué dans cette série avec le rôle des dragons, par exemple, qui peut être interventionniste, et puis ce qui va être une action qui va être imputée à tel personnage n'a pas en fait été sa volonté à lui, ça lui retombe dessus de façon un petit peu imprévisible. Donc je trouve qu'il y a des ficelles comme ça qui me paraissent assez subtiles, des ressorts narratifs qui me paraissent assez intéressants et qui donnent vraiment de la profondeur et je dirais de l'auteurisme à cette série que je ne trouvais pas dans les Anneaux de pouvoir, par exemple. Audrey, sur la réception critique compliquée des séries à grand budget? Je pense que House of the Dragon, ça a été ça. Il y a eu une volonté de réussir, d'imposer quelque chose de très fort tout de suite, qui était assez maladroit dans la première saison. Et là, tout à coup, dans cette deuxième, je sens que les pièces s'emboîtent de façon beaucoup plus naturelle, beaucoup plus intelligente, avec un parti pris de dire, voilà, on va faire les choses comme ça, parce que c'est notre vision. Et c'est là où je te rejoins totalement, Benjamin. On parlait tout à l'heure d'Industry. Industry, c'est une série qui a du mal à prendre, notamment en France. Et là, sur sa troisième saison, notamment, elle a passé un palier, elle a changé de personnage principal, et je trouve qu'elle bénéficie, elle a plus de corps, plus de rythme, et tout simplement, ces enjeux me concernent plus maintenant dans cette troisième saison. Mais ce ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu les 2 saisons précédentes. Laissons aussi peut-être aux séries la chance d'être tout simplement des séries, c'est-à-dire des œuvres qui évoluent, qui s'inscrivent dans le contemporain, dans la marche du monde, et puis dans un temps qui n'est pas le temps de la salle, qui n'est pas le temps du cinéma, qui est le temps de la télévision. Justine, sur House of Dragon. Ouais, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments sur lesquels rebondir, parce que c'est une série qui est déjà très riche, même si on n'en est qu'à la 2e saison, mais parce que justement elle s'inscrit dans la lignée, dans la continuité, et en même temps en rupture avec Game of Thrones. C'est tout le principe du spin-off, où il faut pouvoir à la fois se démarquer et satisfaire aussi les fans de la première saison. Donc ça, je trouve que ça fonctionne pas mal, effectivement, dans ce que peut proposer la série. Et après, effectivement, par les hasards ou manigances du calendrier, on se retrouve avec une série qui fonctionne en parallèle avec les Anneaux de pouvoir, qu'on le veuille ou non, parce que leur calendrier est un peu concomitant. Et là, effectivement, je pense que y a pas photo sur une série qui marche d'un côté et une autre qui tourne en boucle et qui ne fonctionne pas de l'autre. La saison 2 de House of the Dragon,
a bien montré que ils peuvent proposer quelque chose de différent, quelque chose d'original, mais en même temps, et alors je nuance tout de suite, j'adore la série et j'ai beaucoup aimé cette saison, peut-être un peu moins que la première, parce que je pense que la première on a fonctionné un petit peu le rythme fonctionnait un petit peu au pas de course, on a dû faire tout brosser le portrait et brasser pas mal de personnages en assez peu de temps et en assez peu d'épisodes, donc c'était allé assez vite. Là, à l'inverse, on a l'impression qu'ils ont ralenti la cadence, et ce qui fait qu'on a un peu l'impression de piétiner quand on connaît la saison précédente, et surtout quand on connaît le texte d'origine. Moi au contraire, j'ai pas eu l'impression qu'on ne savait pas qui était qui. J'ai eu l'impression que par moment, on avait une certaine lourdeur d'insister sur qui est du côté des Noirs, qui est du côté des Verts, mais c'est la difficulté d'adapter un texte et d'essayer de plaire à la fois au public qui ne connaît pas l'univers et au public qui connaît. Donc ça, je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal. Je suis extrêmement contente qu'on ait une représentation des personnages issus du peuple, puisque moi je regarde énormément de séries qui représentent le Moyen-Âge et que ça arrive quasiment jamais, et quand ça arrive, c'est avec les mêmes codes très stéréotypé, avec un peuple qui se limite à la toile de fond. Là, on va retrouver des personnages issus du peuple qu'on va suivre tout au long de la saison, donc ça c'est super intéressant. Par contre, ce faisant, il retombe dans un autre trope, un autre cliché de la fantasy, qui est de suivre les personnages d'élus. Et ce qui est en soi intéressant, hein, mais on suit ces personnages issus du peuple, c'est pas anodin, on suit ces deux-là parce qu'on sait qu'ils vont avoir un rôle pour la suite. Ce qui fait que moi, j'aurais bien voulu qu'on suive 3 ou 4 personnages, et que parmi ces personnages issus du peuple, on en ait certains qui disparaissent et qui ne survivent pas tout simplement à la confrontation au dragon. J'aurais bien voulu qu'on retombe un petit peu sur la déconstruction que proposait Game of Thrones. Là, à l'inverse, en voulant représenter des choses un peu nouvelles, on retombe dans des codes que Game of Thrones a passé plusieurs saisons à déconstruire. Donc voilà, c'est dommage de ne pas réussir à équilibrer les deux, mais au moins, on a une progression à ce niveau-là, et ça permet vraiment de nourrir cette question de représentation de l'histoire. Et c'est quelque chose qui est vraiment très prégnant, hein, dans cette saison 2. Non seulement la représentation de l'histoire avec un grand H, mais aussi tout le discours sur la représentation de l'histoire. Et c'est là que je trouve que par moment, la série arrive un petit peu avec ses gros sabots. Encore une fois, ce qui est dommage, parce qu'il y a plein de subtilités à plein d'autres moments. Mais la série, dans la saison 2, va vraiment illustrer un principe d'incertitude historique et politique, avec la question de on ne veut pas déclencher la guerre, mais est-ce que la guerre n'a pas déjà débuté finalement? À quel moment on considère que la guerre a débuté? Est-ce que c'était par la première attaque du dragon? Est-ce que c'est par l'assassinat des enfants, etc. Donc, on se pose la question, la série se pose une question d'historien, en essayant de retracer et de faire le récit des événements qui sont eux-mêmes en train de vivre. Donc, ils n'ont pas forcément ce recul, mais il y a une réflexion qui est super intéressante, et quand on regarde la série avec un regard d'historien, forcément, ça parle énormément. Le problème, c'est que je trouve qu'ils attirent un peu trop l'attention sur ces mécanismes justement historiques, avec un côté parfois un peu regardez, c'est hyper malin, on propose une réflexion sur l'histoire, et puis en plus c'était déjà dans le générique, on est une série historique qui parle de l'histoire, c'est vachement bien. Oui, mais voilà, j'aurais bien voulu un peu plus de nuances à ce niveau-là, pour pouvoir retrouver quelque chose de plus subtil, à la fois dans la représentation de l'histoire ou d'un Moyen-Âge réinventé, et dans la représentation de la fantaisie, parce que c'est ce que Game of Thrones avait vraiment très bien réussi à construire. Donc c'est la difficulté de se positionner par rapport à la série qui précède. Mais encore une fois, je rappelle que j'ai beaucoup aimé, et que rien que pour le principe, je suis fan d'avoir des personnages issus du peuple, d'avoir de la diversité, et d'avoir des personnages féminins eux aussi subtils et nuancés. Benjamin, c'est sûr qu'en termes de personnages féminins, c'est une série avec Game of Thrones qui sont des séries magnifiques, qui ont des personnages féminins extrêmement notables, extrêmement mémorables. Et moi, ce que j'aime aussi dans cette série House of the Dragon, c'est en fait tout ce qu'elle n'est pas.
C'est-à-dire qu'elle n'est pas tombée dans un certain nombre de pièges qui lui étaient tendus, mais alors c'était, on les voyait à 1000 kilomètres, mais on était sûr qu'elle y tomberait. Et typiquement, série dérivée de Game of Thrones à grands moyens, très attendue, etc., qui a le mot dragon dans le nom de la série, on se disait, mais ça va envoyer des effets spéciaux dans tous les sens et ça va faire du merveilleux à tout va. Et que fait cette saison 2? C'est là que c'est très malin, c'est là qu'on est sur HBO, on n'est pas sur Amazon Prime. Eh bien, c'est qu'il y a une rétention. Et il y a presque une privation. Et du coup, on a des fans qui crient, qui hurlent parce qu'ils sont pas contents, parce qu'ils n'ont pas eu leur bataille, ils n'ont pas eu. Mais oui, mais c'est ça, les gars, en fait. Vous n'avez pas compris le principe de la série. Vous pouvez pas. C'est justement en retenant tout cela, en frustrant. Il faut frustrer le spectateur. Tout à l'heure, Justine parlait de piétiner. Moi, si on me fait piétiner, mais que je suis dans un endroit où je me plais bien, où je me sens bien, bah, je vais piétiner pendant des heures. Il n'y a pas de souci, quoi. Je vais être comme un enfant au jardin d'enfants et je vais m'éclater, quoi. Donc, finalement, ce que fait cette saison 2, c'est qu'elle retient énormément, même s'il y a les dragons qui sont présents, mais il n'y a pas pléthore de batailles, de scènes de combat, de crachats de feu. C'est quand même par petits touches. Donc ça, c'est extrêmement malin de ne pas avoir complètement plongé dans la fantaisie au sens merveilleux du terme. Je trouve que c'est très subtil. Et donc, ce que j'aime, voilà, c'est que finalement, la série, elle refuse de surspectaculariser le merveilleux. Et puis donc j'ajouterais à ça ce qui a beaucoup fait parler sans trop en dévoiler sur la série, mais elle ne se termine pas comme les lecteurs des romans pouvaient l'espérer, de façon spectaculaire et avec des scènes grandiloquentes. J'en dirai pas plus. Et en fait, ça, c'était la formule déjà de Game of Thrones. Game of Thrones, souvenez-vous, le dernier épisode, c'était pas un épisode de bataille qui partait dans tous les sens, en tout cas pour les 4 premières saisons au moins. C'était un épisode de retombée d'après bataille, d'accord? Donc tous ces discours là sur des discours d'enfants gâtés en fait qu'on entend beaucoup aujourd'hui et le web favorise cela. On a beaucoup d'adolescents qui crient parce que on n'a pas eu notre grande bataille. Mais en fait, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que c'était pas ça l'intérêt. Alors je comprends bien que ça peut frustrer parce que il y a eu moins d'épisodes apparemment que prévu. Ils ont dû faire 8 épisodes au lieu de 10. Donc peut-être que cette bataille aurait été intégrée dans la série si ce n'avait pas été le cas. Donc ça, je peux comprendre. Mais ça, ce sont des contraintes. HBO est sous tutelle de Warner Bros. Discovery. C'est pas eux qui contrôlent toute cette question-là. Donc il y a des contraintes. C'est une période très compliquée pour ces chaînes-là. Il faut survivre. C'est extrêmement difficile. Mais l'avant-dernier épisode, malgré tout, propose une scène d'action qui m'a fasciné, qui est vraiment, je vais pas trop en dire pour pas la dévoiler, mais sous forme de plan séquence, de plan long, plan séquence extrêmement impressionnante, qui m'a vraiment estomaqué et qui permet cette retombée de l'émotion dans l'épisode suivant, qui nous mène vers la saison 3. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a un effet de redondance entre les saisons 1 et 2 sur la manière dont ça se conclut. Ça, c'est une critique qui a été émise et que j'entends sur le fait que finalement, on a l'impression de ne pas avancer du point de vue narratif. Mais est-ce que c'est si important d'avancer narrativement, parce que les anneaux de pouvoir, ça avance narrativement. Mais alors, quel ennui, quoi. Donc, est-ce qu'il faut vraiment que ça avance sans cesse pour que ça soit passionnant? Voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait un auteurisme dans cette série qui m'a fasciné. Rapidement sur le générique, tu en as parlé, Justine, je trouve quand même assez joli, quoi. C'est quand même un travail extrêmement subtil. Alors, c'est fait par un studio dédié, mais c'est vraiment une réussite. Et puis la musique, on n'en a pas parlé, mais la musique de Ramin Djawadi, alors là, il s'est encore surpassé. Donc, c'est le compositeur de Game of Thrones qu'on retrouve là sur House of the Dragon. Je conseille à tous les fans d'aller sur YouTube écouter la bande son de cette saison 2. On peut l'écouter en boucle, quoi. Elle est fascinante. Il y a des thèmes, il y a des leitmotifs, il y a des plages assez mystérieuses et en même temps c'est très symphonique, c'est très grand, mais c'est pas grandiloquent à mon sens. C'est vraiment la différence que je pourrais faire avec l'autre série dont on parlait. Et puis les acteurs, enfin on compare aussi là les acteurs. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de fausses notes, quoi, sur le choix des acteurs. C'est extrêmement solide. On sent que ce sont des gens qui ont un bagage très 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 important. Et puis dernière chose, beaucoup de réalisations de femmes aussi. C'est aussi une série qui laisse la place à des femmes réalisatrices. On parle souvent de Brandstrom pour les anneaux de pouvoir, mais finalement elle est un peu autorisée. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, je trouve, parce que c'est beaucoup elle qu'on cite. Pour House of the Dragons, il y a aussi beaucoup de réalisatrices et je trouve qu'il y a des plans magnifiques. Vraiment, j'ai en tête des plans de Alicent qui est un petit peu en perdition dans les bois et qui va
baignée, noyée peut-être dans la rivière. Et là, on l'accompagne, des plans vraiment à la Jane Campion, extrêmement jolis. Caméra mobile, on la suit de dos. Et puis ensuite, elle entre dans la rivière et on voit sa touffe, sa masse de cheveux qui entre dans le plan. Et ensuite, son corps qui était hors champ, qui vient être capté par là, un plan très aérien. Donc des ruptures d'angle et de profondeur, enfin de distance de caméra qui me semble très joli. Finalement, là, il y a vraiment un regard, je trouve, esthétique. C'est pas du tout une série qui est faite au kilomètre sans se soucier de la composition des cadrages. Donc ça, je trouve que c'est très réussi aussi. Un dernier mot sur cette série, Justine? Oui, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Et je pense que c'est mérité parce qu'il y a un beau travail qui a été fait et la comparaison avec les Anneaux de pouvoir est pas anodine à chaque fois. On avait beaucoup mis en avant aussi le côté esthétique des Anneaux de pouvoir. Clairement, House of the Dragon, saison 1 ou saison 2 a rien à envier à ça. C'est des choix très différents, mais qui vraiment proposent quelque chose et avec une très belle esthétique et une très belle écriture tenue sur la durée. Et je pense que c'est ça qu'on va retrouver dans House of the Dragon, c'est cette espèce d'éloge du temps long. On parlait, oui, il y a une intrigue qui piétine un petit peu parce qu'on se retrouve au point de départ en fait en fin de saison 2 par rapport à la fin de saison 1, mais on a une diffusion lente, enfin semaine par semaine. On a des séries qui prennent le temps d'approfondir les personnages et d'avoir des pauses un peu contemplatives aussi par moment. Et je pense que c'est ça aussi, c'est retrouver un plaisir de la narration sur un temps long en montrant que il n'y a pas que des batailles et ça va parfaitement avec cette réflexion sur le rôle de l'histoire, puisque l'histoire, ce ne sont pas que des grands événements historiques qui chamboulent complètement le paysage politique, c'est aussi une construction sur un temps long et à tous les niveaux de la société. Donc je pense que la série a cette lente construction qui colle parfaitement avec son propos et qui nous permet d'avoir ce plaisir de construire quelque chose sur la durée avec eux. 4e série et dernière pour aujourd'hui, En place, saison 2, série Netflix de François Uzan et Jean-Pascal Zadi. Zadi qui poursuit son exploration humoristique des travers et des fractures françaises en jouant un président de la République rêveur, candide, rassembleur. Stéphane Blais s'appelle comme ça, qui est confronté à l'exercice du pouvoir avec quand même une bande de bras cassés. Audrey, la série, alors elle est pas complètement réussie. Enfin voilà, je vais pas dévoiler ce que vous allez dire les uns et les autres, mais elle arrive quand même à enregistrer des éléments d'époque et voilà, quand on la regarde et qu'on compare avec la situation politique post-dissolution, il y a quand même des choses. Enfin même voilà, je vais pas tout dévoiler. Audrey. Oui, déjà, rien que dans la première saison, il y avait cette idée de la défiance du peuple envers les politiques. Donc ça, c'est absolument pas nouveau, mais en tout cas, c'est une série qui prenait les pieds là-dedans et c'est un thème intéressant, notamment pour la fiction et surtout pour une fiction un peu fantaisiste, un petit peu qui va du côté de l'absurde et qui fonctionne un petit peu comme Zorro. D'ailleurs, c'est pas le parallèle n'est pas forcément absurde entre les deux. C'est fonctionner sur le et si. Et si à la faveur d'une vidéo virale complètement stupide, un éducateur de banlieue qui est une espèce de rappeur raté en plus. Se retrouverait propulsé président parce qu'autour de lui, il y a des chefs de parti qui sont soit confis dans le cynisme, soit tellement en train de courir après leur époque que les gens voient clair, un peu trop clair dans leur jeu, ou alors complètement compromis à droite à gauche. Bon, ce marasme politique ambiant, en tout cas dans la première saison, c'était assez drôle parce que ça fait tellement écho avec ce qu'on vit. C'est tellement finalement à un cheveu de la réalité que c'est assez sympathique. Et puis au milieu de ça, il y a ce personnage de Jean-Pascal Zadi qui prolonge beaucoup ce qu'il avait fait dans Tout simplement noir. Et cet humour aussi, qui est un humour, encore une fois, très sympathique. Éric Judor, qui est extrêmement drôle. Il s'est très bien entouré dans la saison 1 comme dans la saison 2. Et d'un point de vue comique, ça fonctionne très bien. Mais c'est un comique qui est un petit peu quand même dans le sens du poil, qui n'est pas hyper mordant, qui s'approche un peu des limites, mais pas trop. En termes de trajectoire des personnages, tout simplement de narration, la première saison, au bout de 3 épisodes d'exposition qui étaient très drôles, vraiment très, 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 très chaleureux aussi,
il faut inventer des espèces de petites, de petites intrigues secondaires qui vont pas très loin. Il y avait un truc autour de la fertilité du couple, Jean-Pascal Zadi et sa femme. Il y avait une espèce de prise d'otage à un moment pour introduire un peu d'action. Enfin, tout ça était à la fois pas très sérieux, pas hyper bien écrit et pas indispensable. On sentait qu'il y avait un petit peu un manque d'idées. Bon, néanmoins, la série a été renouvelée et là encore, pour lui donner la chance d'être une série, donc de se développer sur une saison 2, une saison 3. Donc cette saison 2, elle est un petit peu frustrante parce qu'elle ne s'attaque pas vraiment au sujet. C'est-à-dire que le sujet, à partir du moment où Stéphane Blais est à l'Élysée, c'est qu'est-ce qu'il va faire du pouvoir, comment il va exercer le pouvoir. Et puis là, la série, c'est pas qu'elle refuse l'obstacle, mais quand même un peu, c'est-à-dire que on lui invente une élection d'une législative, tout simplement, qui vont intervenir plus tard. Et donc, la saison 2 va en tout cas s'insérer dans cette espèce de temps un peu bâtard entre la présidentielle et la législative, avec toutes les alliances que ça demande, toutes les manigances, et puis une installation au pouvoir qui est assez compliquée, parce qu'il est noir, il est éducateur, et que on vit dans un pays qui a des problèmes avec ça aussi. Donc, moi, j'attends. Maintenant, en même temps, ils sont très forts, parce que du coup, j'attends la saison 3 avec plutôt pas mal d'impatience. Néanmoins, cette saison, je la trouve quand même plus réussie, dans le sens où elle tient quand même bien son intrigue jusqu'au bout. Elle se perd à un moment dans une espèce de conflit diplomatique avec la Norvège, je crois, qui est prétexte à des scènes burlesques qui sont, à mon avis, pas les plus réussies, bizarrement. Moi, je préfère quand on reste dans le palais, je préfère quand il y a aussi une révolte des Békés, à un moment dans les Antilles, qui est plutôt prétexte à mettre Raphaël Quénard dans le rôle d'un Béké pour un caméo qui est effectivement assez drôle, mais qui n'a pas forcément grand intérêt. En revanche, moi, j'aime beaucoup la fin. Je ne voudrais pas trop spoiler, mais la fin est quand même assez puissante puisqu'elle va directement puiser dans ce qui s'est passé dans l'attaque du Capitole aux États-Unis. Et elle va aller tirer une espèce d'intrigue comme ça, d'invasion, de danger imminent, de tout à coup, il faut mettre le président à l'abri parce que c'est sa vie qui est en danger. Et la saison se termine sur un cliffhanger qui, moi, en tout cas, m'a vraiment, vraiment interpellée. Qu'est-ce que cette série est en train de nous dire du présent? En plus, au moment où la série a été diffusée, où la saison a été diffusée, je crois qu'on n'avait toujours pas de gouvernement. On était encore dans cet entre-deux, après la dissolution, qui nous a mis un coup. Quand même, on vient de vivre une séquence politique qui était à la fois lamentable, vraiment lamentable dans la façon dont elle a été prise en charge par notre classe politique, et qui a été à la fois angoissante aussi, et puis presque comique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on s'est dit, on va devenir la Belgique. Voilà, on va devenir la Belgique. Il y a les JO, il y a toute cette ambiance de fête à Paris, éminemment sympathique. Un moment d'unanimité nationale comme on n'en voit pas souvent, comme on en a vu en 98. Et puis après, la date m'échappe, c'est en 2018, je crois, pour la deuxième coupe. Voilà, tout à coup, on a à peu près pareil. Il se passe un truc pareil à Paris. On met ça de côté, puis les JO se terminent, et puis on n'a toujours pas de gouvernement. Et puis maintenant, on a le gouvernement qu'on a. Peut-être qu'on mérite. Donc là, il y a, je sais pas, une concordance entre la fiction et le réel qui, moi, c'est un des trucs qui me passionne en tant que critique, parce que c'est un des terreaux les plus fertiles. Donc j'attends la saison 3 et en attendant, je garde en fait un peu le même avis sur cette série, qui est une série qui joue avec les limites sans jamais vraiment les franchir, mais qui s'amuse quand même beaucoup autour. Alors, le président Stéphane Blais est en place. Il a effectivement un peu de mal à constituer un gouvernement. Il a du mal à nommer un ou une première ministre. Ça nous rappelle des choses. Effectivement, Audrey l'a dit. Benjamin, deuxième saison sympa, mais un peu superficielle. Enfin, ce que disait Audrey. Ce que disait Audrey, ouais, c'est la question de la série. Tu as raison sur la saison 2. Moi, en t'entendant, je me disais que, en fait, c'est une série. Chaque saison, peut-être la suivante, ça sera le cas aussi. C'est une série qui est sympa au début, et qui nous relance à la fin et qu'on a envie de suivre. Par contre, il faut regarder le milieu. Et le milieu, alors c'est un format, c'est assez court, donc il y a peu d'épisodes, donc finalement, et puis tout est en ligne en même temps, donc c'est Netflix, donc ça se regarde vite fait bien fait, mais on oublie un petit peu vite aussi. C'est le corollaire de ce mode de fonctionnement. Et là, la question de la saison 2, Audrey, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est en place, quoi? Parce que la série, elle s'appelle En place, mais maintenant, il faut qu'est-ce qu'on raconte? Et peut-être que le fait de dériver, comme tu l'as dit, parce qu'il y a toute une intrigue là aussi, c'est un peu. Tu as parlé de la saison 1 où on parlait de la question de la fertilité, etc., de la relation de couple. Évidemment, la saison 2, c'est un peu une réplique de ça, parce que la relation de couple, de l'intrigue secondaire, mais qui devient principale sur quelques épisodes, puisque
j'en dirai pas trop, mais Stéphane Blais a un problème diplomatique avec son épouse et ça l'emmène ailleurs et ça l'éloigne de ses fonctions. Là, j'essaie de pas spoiler. Mais donc ça occupe le cœur, le ventre de cette saison 2. Et puis après, on revient, j'ai envie de dire, au concept de la série. Parce qu'en gros, il a fallu raconter quelque chose. Donc, on est passé par ces intrigues-là pour revenir à ce qu'était la série. Donc là, tu l'as dit, il y a des échos, oui, effectivement, au Capitole, et puis des effets de relance. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la série joue le jeu de la série. C'est-à-dire qu'elle relance. Ça se perd un petit peu. Donc, on a plaisir, nous, à se dire, bah ouais, donnez-moi envie de regarder la suite, sinon je vais passer à autre chose, quoi. Donc, ça, je trouve que c'est plutôt bien vu. Mais et finalement, oui, ça tourne un petit peu en rond et c'est peut-être aussi le signe, le reflet de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire tu as parlé de la dissolution et finalement, on est revenu à une sorte de statu quo. Il n'y a pas de répercussions, il n'y a pas d'avancée et puis on tourne en rond là jusqu'à la prochaine présidentielle. Et on a l'impression que la série, elle est un petit peu dans cette inertie-là, à pas savoir exactement sur quel chemin nous emmener. Donc là, j'ai l'impression aussi qu'en termes de travail d'écriture, peut-être qu'il aurait fallu passer un petit peu plus de temps à façonner. Là, il aurait fallu peut-être un bon script doctor, quelqu'un qui soit expérimenté, qui puisse aider à façonner tout ça. Donc c'est une série qui est sympathique, qui est bien incarnée, qui a des bons acteurs et puis qui est intéressante sur ce qu'elle dit sur la place des blancs, des noirs, la diversité. Là, En Place, il y a quelques personnages secondaires. Je pense que ça aurait pu être un petit peu plus fourni, mais peut-être que le format le permet pas. C'est très réduit en fait, donc il faut vraiment aller à l'essentiel. Et c'est vrai que du coup, Stéphane Blais, c'est un bon personnage, et puis le personnage de Judor aussi. Mais autour, je dirais que ça aurait pu être un petit peu étayé, un petit peu plus fourni, parce que en fait, ça fonctionne un petit peu comme une série à punchline, quoi. Le rapport au rap, c'est que la punchline, c'est drôle, et c'est vrai qu'il y a plein de side drôles là pour le coup. C'est pas du tout des aphorismes à au Seigneur des Anneaux, là, Anneaux de pouvoir. Ce sont des phrases très drôles qu'on pourrait imprimer sur des t-shirts et qui sont extrêmement mordantes, quoi. Donc il y a un côté mordant, mais la punchline, on le sait, ça suffit pas à faire du grand rap, et en série, ça suffit pas à faire une grande série, quoi. Il faut plus que ça. Mais ça, c'est juste, je pense qu'il y a effectivement un problème de format, c'est-à-dire que les formats d'aujourd'hui ne permettent plus ça. On a des petites coquilles qui sont minuscules, là encore, absurdes. Et c'est même pas une question d'argent d'ailleurs, parce que je pense pas qu'en place soit une série qui coûte vraiment très cher à produire, hein. C'est juste qu'il y a on a tellement peur que les gens décrochent, on a tellement peur que les gens n'aillent pas jusqu'au bout de la saison, parce que c'est ça le juge de paix, hein, maintenant pour les plateformes comme Netflix, c'est est-ce que les gens vont aller jusqu'au bout de la saison, pas simplement s'ils vont regarder les premiers ou deuxième épisodes. C'est ça qui conditionne en fait les renouvellements. Donc là, ça va au pas de course, et effectivement, on travaille sur la punchline, sur le personnage qui est le plus drôle à tel ou tel moment, sur les invités un peu prestigieux. Il y a Alain Chabat dans le premier épisode qui est absolument incroyable, vrai, il est génial, Et ça, c'est des facteurs d'attraction aussi. On sait que ça va maintenir un peu les gens. Mais oui, il y a ce côté toute petite coquille pour dire des choses qui sont hyper importantes. Et Vie par Vie, c'est pas une série que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle manque de finesse, mais le personnage principal m'énerve beaucoup. Mais on sent quand même qu'il y a pas un boulevard, parce qu'il y a quand même aussi des critères d'efficacité et tout. Mais en tout cas, on sent qu'il y a plus de liberté, il y a plus d'audace permise, il y a plus de choses qui sont testées. Là où on a l'impression vraiment que chaque scène En Place, ça fait partie de ses limites, a été testée et validée. Vraiment, j'ai vraiment l'impression de choses hyper précises, hyper calées. Il n'y a rien qui dépasse. On rigole exactement au moment où on doit rigoler. Effectivement, on peut imprimer des punchlines sur le t-shirt. J'aime beaucoup cette idée de me lancer. Justine, le mot de la fin. Une saison de En Place. Pardon. Une saison en place, c'est 3 heures. Hein. Donc c'est vraiment. Juste pour ajouter ça, c'est vraiment très peu, quoi. 3 ans. Ouais. Oui, c'est de la mini-série. Bon, donc c'est pas la grande saga, c'est pas Vib, c'est pas Armando Iannucci, le créateur de Vib. Justine, c'est voilà, on a dit beaucoup de choses, mais une série qui finalement a pas pris tant que ça la question politique au sérieux, c'est-à-dire ce que disait aussi Audrey au début. Une fois que Blais est en place, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Mais c'est pas pour rien qu'on a plein de récits un peu parodiques ou qui prennent le contre-pied, qui s'arrêtent au moment où le personnage prend le pouvoir, où on lui donne le pouvoir, ou voilà. Mais parce que c'est la question de comment on fait durer ça. Et en fait, on revient à ce qu'on disait sur Zorro, c'est que comment on incarne à la fois le garant, comment on est le garant de l'autorité, et en même temps on est le contre-pouvoir un peu disruptif, tel qu'il pouvait être, que Blais pouvait l'être dans la première saison. Donc voilà, on se retrouve avec ce compromis.
la série, et je pense que si on a tous fait des parallèles avec VIP, c'est pas anodin, parce qu'on est sur une comédie politique, mais là où VIP osait aller sur le côté très technique, parfois aussi du fonctionnement politique, alors aux États-Unis, certes, je trouve que En Place reste... Alors, j'avais tendance à considérer que ça restait très naïf vis-à-vis des institutions et vis-à-vis du fonctionnement politique. À vous écouter faire des parallèles avec notre situation politique actuelle, je me dis que finalement, la série est peut-être pas si naïve que ça. Voilà, c'est peut-être notre système politique qui a des problèmes à ce niveau-là. Mais voilà, je trouve que c'est dommage parce qu'on a une belle proposition comique qui va pas assez loin, et c'est quelque chose que j'avais déjà dans la saison 1 et qui je trouve m'est revenu dans la saison 2, c'est que régulièrement la série ne sait pas comment se positionner entre la parodie et la satire. Voilà, on est un peu entre les deux, et effectivement on a l'impression que c'est VIP passé à la moulinette des algorithmes de Netflix. Voilà. Donc avec ce côté, il faut que ça plaise, que ce soit mordant rapidement, mais mordant gentil. Pour pas qu'on aille trop loin. Donc c'est une comédie agréable qui est clairement à binger pour pas se rendre compte des trous du scénario, mais qui permet de passer donc 3 heures pas désagréables. Voilà. Merci à tout le monde, merci à tous les 4. L'émission s'arrête. Donc je remercie, il et elle étaient avec nous aujourd'hui, Justine Breton, Benjamin Campion, Audrey Fournier et Gilles Verviche. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Intersaison.